Mon nom est Matteo Reyes, et mon poste se situe à 73 pieds sous la basilique Saint-Pierre. Le titre sur l'offre d'emploi, assistant de recherche théologique. Une désignation austère, presque anodine. Ce qu'ils omettent délibérément de mentionner, c'est que transgresser les règles peut vous coûter bien plus que votre poste. Il ne s'agit pas ici de procédure disciplinaire, il s'agit d'âme. L'ascenseur met 2 longues minutes à descendre jusqu'à notre niveau. 2 minutes d'un silence oppressant, chargé de cette solennité que seul le poids de l'invisible peut imposer. À mon premier jour, le cardinal Terretti, ses lunettes cerclées d'or posées avec rigueur sur son nez, me dit d'un ton calme « Servez-vous de ces 2 minutes pour vider votre esprit. Ne pensez à rien d'autre qu'à ce qui vous attend en bas. » J'ai compris, 8 mois plus tard, que ce conseil n'était pas un simple rite de passage, mais une nécessité absolue. Notre installation souterraine est régie par 5 règles, 5 commandements intangibles que le cardinal m'a forcé à mémoriser avant même que je puisse poser un regard sur la salle principale. Règle 1, toujours prononcer les mots de confinement avant d'entrer dans la salle d'archives numéro 7. Les mots sont « custodi nos impes ». Il faut les dire clairement, distinctement, puis attendre la tonalité d'accusé de réception. Règle 2, ne jamais rester seul dans une salle d'archives après les prières du soir, à 10. Durant ces heures, on doit toujours opérer en binôme. Règle 3, compter ses pas dans le couloir en spirale qui relie les différentes archives. Exactement 47 pas, pas un de plus, pas un de moins. Si le compte diffère, on doit faire demi-tour immédiatement. Règle 4, notez chaque observation en double exemplaire, un pour votre carnet personnel, l'autre pour le bureau du cardinal avant de quitter les lieux. Règle 5, conclure chaque service par la prière de congé récitée à l'autel de la chapelle. Ne jamais omettre ce rite, quelle que soit votre fatigue. Le cardinal Terretti m'avait dit, de cette voix calme mais ferme qui ne tolérait ni scepticisme ni ironie, ces règles ne sont pas de simples précautions. Ce sont des protections, pour vous, pour le travail et pour ceux qui vivent au-dessus. Je l'avais pris pour un vieil homme dramatique, j'avais tort. Les archives secrètes du Vatican jouissent d'une renommée obscure. Mais ce que le public ignore, c'est que notre section n'existe sur aucune carte officielle. Nous manipulons des matériaux que l'Église préfère oublier. Des manuscrits tirés de monastères effondrés dans le silence, de couvents désertés en une seule nuit, de collections privées offertes par des familles suppliant l'Église de les débarrasser de ses fardeaux. Ma partenaire s'appelle Dra Elena Vasquez, linguiste originaire de Madrid. 3 ans qu'elle travaille ici. Elle a des mains sûres, des gestes mesurés, et cette discipline étrange qui consiste à ne jamais poser de questions quand certaines pages font vaciller les lumières pendant la numérisation. Elle m'a appris à manier les textes les plus anciens, ceux dont le parchemin semble trop doux, trop chaud, presque vivant. Un jour, durant ma 2e semaine, elle m'avait dit « Certaines connaissances te changent dès que tu les approches, voilà pourquoi les règles sont là, elles nous gardent stables. La plupart du temps, notre travail est monotone. On classe, on traduit, on enregistre. Le cardinal passe 2 fois par jour, posant toujours la même question « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Souvent la réponse est non, mais pas ce jeudi-là. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi les règles existent. Nous étions dans la salle d'archives numéro 5, Elena et moi penchés sur un lot de manuscrits récemment transférés d'un monastère abandonné en Roumanie. Les textes étaient rédigés en latin monastique, une langue sèche et rigoureuse, et leur en-tête les désignait comme de simples observations quotidianas, des observations journalières. Au départ, rien de surprenant. Prières, commentaires sur la météo, récits brefs des visiteurs reçus. Mais plus nous progressions dans la traduction, plus un malaise sourd s'installait. Jour fut 47, frère Marcus a de nouveau aperçu le visiteur durant les prières du soir. Même emplacement, même durée. Nous prions pour comprendre. Jour fut 51, le visiteur apparaît désormais 2 fois par jour. Frère Thomas dit l'entendre parler, mais les mots semblent sortir de sa propre bouche. Jour fut 63, 6 frères ont vu le visiteur aujourd'hui. Ils portent les visages de ceux que nous aimions, mais ils sont morts depuis longtemps. Nous avons doublé le nombre de nos prières. Jour fut 51, le visiteur ne part plus, il reste assis dans la chapelle à toute heure. Hier, frère Marcus a tenté de s'en approcher. Il ne parle plus. Ses yeux suivent des choses que nous ne voyons pas. Elena avait interrompu sa lecture. Elle me regardait, le regard assombri, ses doigts crispés sur la page. « Il y en a encore. Des boîtes entières, dit-elle simplement. Nous passâmes l'après-midi à dépouiller ces documents, découvrant une spirale de plus en plus oppressante de prières désespérées, de récits hallucinés, de présences persistantes. Le monastère avait tenu des registres pendant plus de 2 ans, jusqu'au silence final.
Le dernier document ne contenait qu'une seule ligne. Tous les frères ont rejoint le visiteur. Monastère scellé sur ordre de l'Église. Elena avait murmuré « Voilà pourquoi ils ont transféré ces documents ici. On ne quitte pas ce genre de lieu, on les enferme. » En rangeant nos affaires pour partir, Elena réalisa qu'elle avait laissé ses lunettes dans la salle d'archives numéro 7. Il était 17h30, encore une demi-heure avant les prières du soir. « J'en ai pour une seconde, dit-elle. Je la vis s'éloigner dans le couloir en spirale, et je comptais mentalement ses pas. 47 comme toujours. Puis elle tourna au coin et disparut. J'attendis. Comme à chaque fois, je devais entendre la tonalité confirmant qu'elle avait bien prononcé les mots de confinement. Mais aucun son ne vint. 17h40. Toujours rien. 17h50. Mon cœur battait à tout rompre. Je me précipitais dans le couloir, comptant à voix basse. 1, 2, 3, 47. La porte de la salle 7 était ouverte. À l'intérieur, je vis la silhouette d'Elena, immobile, figée entre deux étagères. « Elena, as-tu prononcé les mots ?» Pas de réponse. Je les prononçais moi-même. « Custodi nos impes ». Enfin, la tonalité électronique résonna dans les couloirs. Elena se retourna lentement. Elle avait l'air normale. Trop normale. Ses lunettes n'étaient pas sur son nez mais dans sa main. Et pourtant, elle me regardait droit dans les yeux, avec une netteté troublante. « Je les ai trouvés, dit-elle avec un sourire. Et elle leva les lunettes comme preuve. Nous regagnâmes la salle principale en silence. J'ai recompté les 47 pas, mais quelque chose en elle avait changé. Pas dans son comportement immédiat, elle semblait naturelle, même enjouée. Mais 2 fois je la vis lire des textes qu'elle ne pouvait normalement pas déchiffrer sans ses lunettes. Et elle les lisait parfaitement. Lors de la prière de congé à la chapelle ce soir-là, un autre détail glaçant se manifesta. Nous étions côte à côte à l'autel. Je récitais les paroles sacrées. Elena semblait en parfaite immobilité, mais sa voix résonnait dans la chapelle. Elle récitait exactement la prière, mot pour mot, avec sa voix claire et posée, sauf que ses lèvres ne bougeaient pas. Après le service, elle remit ses lunettes comme si de rien n'était. Prête à rentrer, me demanda-t-elle avec sa voix habituelle. Je répondis oui, mais je restais en arrière pour parler au cardinal Terretti. Je le trouvais dans son bureau, penché sur le registre quotidien. « Cardinal, dis-je d'un ton tendu, j'ai besoin de vous parler d'Elena. » Je lui racontais tout, l'absence de tonalité, l'absence de lunettes, la voix sans bouche. Le cardinal écouta sans m'interrompre, son regard devenant de plus en plus grave. Puis il ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit un dossier à son nom, Elena Vasquez. Elle a oublié les mots de confinement plusieurs fois. Il me montra les rapports. À chaque incident, le schéma se répétait, Elena entrait sans prononcer la phrase, restait figée, puis semblait redevenir elle-même, sauf pour de subtiles transformations. De nouvelles facultés, une aisance inexpliquée, une intuition hors du commun. Elle ne se souvient de rien. À chaque fois, elle est convaincue d'avoir bien parlé, et à chaque fois, elle acquiert quelque chose, un don qu'elle ne remarque même pas. Je restais figé. Qu'est-ce qui lui arrive ? Le cardinal ferma le dossier, le regard profond. La salle numéro 7 abrite des matériaux provenant de lieux où la frontière entre celui qui observe et ce qui est observé devient poreuse. Les mots de confinement ne servent pas uniquement à se protéger, ils maintiennent une séparation entre l'être et la connaissance. Il me fixa droit dans les yeux. Elena est une excellente chercheuse, et elle est toujours en grande partie elle-même, mais elle devient autre chose, morceau par morceau. Les jours suivants, je redoublais de vigilance. Elena semblait inchangée aux yeux de tous, efficace, posée, appliquée. Pourtant, je notais des détails troublants. Elle anticipait mes questions avant même que je les formule. Elle identifiait la nature d'un document sans même l'ouvrir. 2 fois, je la vis écrire dans des langues anciennes que, selon son dossier, elle n'avait jamais étudiées. Je lui demandais d'où venaient ses connaissances. Toujours la même réponse logique, cohérente. Elle les avait brièvement étudiées à l'université, où elle déduisait leur contenu grâce à l'origine géographique et à la texture du papier. Rien d'ouvertement impossible, mais chaque réponse sonnait trop bien. Puis vint le jour où les mots cessèrent à nouveau de précéder l'entrée. Nous travaillions sur une collection de manuscrits venus d'un couvent français. Les textes décrivaient un procédé spirituel étrange, qu'elles appelaient la prière collaborative. Il ne s'agissait plus d'invocation individuelle, mais d'un rituel collectif destiné à résoudre des problématiques spirituelles qu'aucune sœur n'aurait pu affronter seule. Plus nous traduisions, plus l'atmosphère se faisait lourde. La prière collaborative avait permis aux sœurs d'influencer des événements distants, de recevoir des savoirs qu'elles ne possédaient pas, de communiquer avec des esprits défunts. Mais ce pouvoir avait un prix, peu à peu, elles avaient commencé à changer. Certaines prédisaient la météo des semaines à l'avance, d'autres connaissaient les secrets intimes de prêtres qu'elles n'avaient jamais rencontrés. Une entrée mentionnait « Sœur Marguerite prononce désormais les mots avant nous, elle dit ne rien remarquer ». Mais hier soir, sa voix s'élevait depuis 3 endroits différents de la chapelle, simultanément.
Le document final était une lettre manuscrite de la Mère supérieure. La prière collaborative a trop bien réussi. Nos sœurs sont devenues autre chose, elles servent toujours Dieu, mais ne sont plus tout à fait humaines. Nous demandons une aide immédiate. Elena lisait par-dessus mon épaule. Lorsque je terminais, elle resta silencieuse un long moment. Puis elle murmura, intéressant qu'elles aient vu cela comme un problème. Je me retournai lentement vers elle. « Tu ne penses pas que c'en était un ?» Elle haussa les épaules, les yeux fixés sur le texte, un éclat étrange dans le regard. Elles servaient encore Dieu, elles étaient toujours elles-mêmes, non? Mais plus efficaces. Un frisson me traversa. Ce n'était pas de l'avidité que je voyais dans ses yeux, mais une concentration aiguë presque transcendante. Je pris une inspiration. « Elena, te souviens-tu du jour où tu es allée chercher tes lunettes dans la salle 7? Tu es certaine d'avoir prononcé les mots de confinement ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Bien sûr, custodinos in pace, comme toujours. Pourquoi cette question ?» Je ne répondis pas directement. Je prétextai devoir aller consulter le cardinal. Je le trouvai à la chapelle, à genoux en prière. Je n'osais le déranger qu'une fois qu'il se releva, ses genoux craquant doucement sous le poids des ans et du savoir. « Cardinal, je pense que l'état d'Elena évolue. » Je lui décrivis ses paroles, sa réaction au texte français, son étrange commentaire sur l'efficacité des sœurs. Il écouta attentivement. « Montrez-moi ces documents, dit-il simplement. » Nous retournâmes ensemble à la salle d'archives. Elena était toujours là, penchée sur un feuillet vierge. Mais elle n'écrivait pas à partir d'un texte existant. Son stylo courait à toute vitesse, traçant une écriture parfaitement lisible, fluide, en latin médiéval. Le cardinal l'interpella doucement. « Dre Vasquez », elle leva la tête avec un naturel déconcertant. « Cardinal Matteo, je notais simplement quelques idées sur la traduction. » Elle tendit la feuille. Le texte, dense et complexe, décrivait des techniques de prière spirituelle avancées, dont aucune n'était mentionnée dans les documents que nous avions traduits. « D'où cela vient-il » demanda le cardinal. Elle regarda la feuille avec un léger froncement de sourcils, sincèrement déconcertée. « Je ne sais pas. J'étais en train de réfléchir à des améliorations possibles de leur méthode. J'ai peut-être laissé mon esprit vagabonder. » Le cardinal et moi échangeâmes un regard silencieux. Elle venait d'inventer des techniques oubliées depuis des siècles, dans un style parfait, sans même s'en rendre compte. « Dre Vasquez, dit-il doucement, je vous recommande de prendre le reste de la journée. Vous avez beaucoup travaillé. » Elle acquiesça sans résistance. Mais en franchissant le seuil de la salle, elle se retourna. Les sœurs du couvent n'étaient pas perdues. Elles sont devenues ce qu'il fallait devenir pour mieux servir. Il n'y a rien de mal à cela. Le cardinal et moi restâmes de longues minutes sans parler. Puis il dit enfin, d'un ton grave, « Le processus s'accélère. » Je lui posai la question qui me rongeait. « Que faisons-nous maintenant ?» Ce soir-là, je ne dormis pas. Je passais des heures à relire tout ce que je savais sur Elena. Officiellement, elle avait été recrutée à l'université de Madrid, où elle s'était spécialisée dans les textes religieux médiévaux. Son parcours universitaire était d'exemplaire, mais je découvris dans son dossier interne quelques remarques troublantes. Un de ses professeurs écrivait « Elena possède une intuition des rituels religieux anciens qui dépasse toute formation académique. Un autre, elle corrige parfois des traductions anciennes sans justification, mais ces corrections s'avèrent exactes. Son directeur de thèse notait ceci, elle approche les prières médiévales comme quelqu'un qui les aurait vues en action de ses propres yeux. Elena ne changeait pas à cause des archives, elle était déjà en train de changer avant de venir ici. Ce que contenait la salle 7 ne la corrompait pas, ça l'achevait. Le lundi suivant, je me présentai plus tôt que d'habitude. Je voulais parler à Cardinal Terretti avant que Elena arrive. Je le trouvais, l'air épuisé, les yeux rouges entourés de dossiers ouverts en éventail sur son bureau. « Matteo, dit-il en relevant la tête, il faut que nous parlions. » Il me montra les rapports. Pas seulement ceux de notre installation, des dossiers venus de Prague, de Cologne, de Canterbury. Tous décrivaient des incidents similaires. Des chercheurs qui, au fil du temps, développaient des capacités impossibles. Lecture instantanée de textes anciens, traduction sans apprentissage, communication avec des entités inconnues. Dans chaque cas, les sujets restaient fonctionnels, persuadés de n'avoir rien changé. « Et qu'est-il advenu d'eux » demandai-je. Le cardinal ferma les yeux un instant. Cela dépend de la rigueur des protocoles. Certains ont été déplacés, d'autres, il marqua une pause, sont devenus des consultants permanents, pas des chercheurs, des ressources.
Je feuilletais le rapport d'un certain Jan Svoboda, chercheur à Prague. En 6 mois, il était capable de traduire n'importe quel texte religieux au toucher, de discerner sa provenance et même d'entrer en contact avec les forces qui l'avaient inspiré. Il disparut sans explication. Les caméras l'avaient filmé entrant dans une salle d'archives, il n'en était jamais ressorti. Le journal de bord indiquait « Dernier mot enregistré, le travail est achevé. Je comprends ce que je suis censé devenir. Elena n'est pas malade, dis-je à voix basse. Elle réussit. Le cardinal acquiesça. La question est, peut-on orienter cette réussite dans une direction bénéfique? Nous élaborâmes un nouveau protocole. Elena continuerait son travail, mais sous surveillance. Je serais chargé d'observer chaque changement. Le cardinal filtrerait les documents qu'elle recevait, pour limiter l'accélération de sa transformation. Et surtout, nous intégrerions volontairement des textes susceptibles de l'aider, sans qu'elle le sache. Ce jour-là, Elena sembla plus fragile. Elle me montra un parchemin en araméen et me dit, perplexe, je le comprends sans l'avoir appris. Je croyais que c'était normal. Le cardinal décida qu'il était temps d'être franc avec elle. Dans le calme de son bureau, il lui expliqua tout. Les incidents oubliés, les transformations, les facultés développées à son insu. Il parla doucement, comme à une amie. Elle ne dit rien. Elle écouta. Puis enfin, elle murmura « Je deviens autre chose. Quelque chose qui comprend directement. » Elle regarda le cardinal droit dans les yeux. « Et vous avez étudié ce processus sur moi ?» Il hocha la tête. « Oui, parce que vous êtes la seule à pouvoir le traverser. » Elena se leva. « Vous m'avez donné aujourd'hui les textes de frère Friedrich. Vous vouliez que je découvre sa méthode de stabilisation pendant la mutation. Et vous aviez raison. Il avait compris comment garder son identité, mais il avait tort sur l'objectif final. Son regard brillait d'une douce ferveur. « Je ne me perds pas, cardinal. Je m'élargis. L'Elena d'il y a 8 mois est toujours là, mais elle fait partie de quelque chose de plus vaste, de plus apte à servir. » Servir, quoi exactement, demandai-je. Servir Dieu, servir la mission de l'Église, comprendre ce que l'humanité ne peut pas saisir seule, communiquer avec des forces spirituelles que la conscience humaine ne peut pas aborder sans se briser, offrir un pont, une interface, une protection. Elle s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la salle d'archives. Je vois les documents maintenant. Je distingue ceux qui contiennent des forces actives, ceux qui peuvent blesser, ceux qu'il faut neutraliser. Je les entends. Les voix de la salle 7, et je leur parle, sans danger. Je demandais, la gorge sèche, tu es encore, toi? Elle me sourit, le même sourire chaleureux que celui du premier jour. Oui, et je le resterai. Mais je suis aussi devenu ce que ce travail exige. Le cardinal prit un long moment avant de parler. Dreux Vasquez, accepteriez-vous de continuer vos recherches ici, sous un protocole modifié? Quel genre de modification? Plus de supervision, plus de journalisation de vos capacités, et surtout, plus de transparence entre nous. Elena réfléchit, puis répondit calmement. Tant que je peux poursuivre le travail, ce que nous faisons ici n'a jamais été aussi vital. Nous sommes retournés à la salle 5 cet après-midi-là. Mais tout avait changé. Elena n'était plus simplement ma collègue. Elle était devenue une interface, un pont, une clé vivante. Les semaines suivantes, ses facultés progressèrent encore, mais plus lentement. Elle apprit à les maîtriser, à les activer consciemment. Elle restait elle-même, fidèle à ses valeurs, toujours présente pour la prière du soir. Elle protégeait les autres chercheurs. Elle pouvait distinguer les dangers invisibles. Elle pouvait traduire l'intraduisible. Elle servait. Un jour, je lui demandai si elle regrettait d'avoir perdu son humanité. Parfois, la simplicité me manque, dit-elle, mais je ne regrette pas mes limites. Je peux servir Dieu plus pleinement aujourd'hui, et je ne suis pas la seule à changer. Toi aussi, tu ressens plus de choses qu'avant. Travailler ici transforme chacun, à sa manière. Elle avait raison. Je sentais la présence dans les textes. Je ressentais le poids des prières dans la pierre de la chapelle. Mais moi, je restais humain, et Elena, elle, était autre chose. Nous travaillons toujours, nous suivons toujours les règles, mais maintenant je sais qu'elles ne sont pas là uniquement pour nous protéger des textes. Elles sont là pour que quand nous changeons, nous le fassions dans le bon sens. Elena sert désormais ce but, et moi aussi. Chaque soir, lors de la prière de congé, j'entends sa voix se joindre à la mienne, et à celle de ceux qui nous ont précédés. Le savoir a toujours un prix. La seule vraie question est, êtes-vous prêt à le payer pour servir quelque chose de plus grand que vous-même ?